Allez-y. Monsieur Camara, on va vous poser des questions aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Et toutes les questions qui ne seront pas contraires ou interdites vont vous être posées. Et vous aurez le droit de répondre à ces questions ou de dire que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal appréciera. C'est-à-dire que vous pouvez répondre 2 fois par oui ou par non, simplement. Ou vous dites tout simplement que vous ne répondez pas à la question. En ce moment, le tribunal va apprécier. Et j'attire par la même occasion l'attention de tout un chacun, tous les acteurs qui doivent poser des questions, que toutes les questions qui vont partir dans le sens du communautarisme ou bien de l'ethnocentrisme, le tribunal va immédiatement rejeter ces questions. Ça, c'est pour tout le monde. Donc, on va poser des questions qui concernent les faits pour lesquels M. Camara est renvoyé devant ce tribunal. M. Moussa Dadis Camara. Président. Quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? Ma fonction, j'étais le président de la transition à l'époque. Je n'ai pas compris. Vous étiez président de la transition? Oui, à l'époque, chef de l'État, président de la transition. C'était tout? Président de la transition, chef de l'État. Parfait, oui. Il n'y avait pas un autre titre? Bon, le titre, commandant en chef des forces armées et premier magistrat. Bon, ça c'est des titres honorifiques, mais simplement la fonction réelle, c'est ce que je viens de dire, fonction de chef de l'État, président de la transition. Et quelles étaient vos attributions? Mes attributions, comme tout chef d'État, j'avais un gouvernement, lequel gouvernement avait un premier ministre, et le premier ministre avait les ministres en son sein. Et dans la composition du gouvernement... Bon, je parle de vos attributions. Mes attributions? Parce que vous avez d'abord décliné vos titres. Voilà, les attributions qui sont liées à ces titres-là. Mes attributions, je coordonnais toutes les activités de l'État, toutes les activités des ministres. Je veux dire, du Premier ministre au dernier, je coordonnais toutes les activités. C'est tout? Oui. Monsieur Camara, est-ce que vous avez été tenu au courant du meeting ou de la manifestation organisée par les forces vives à la date du 28 septembre 2009? Oui, effectivement, Monsieur le Président, oui. Quand est-ce? À quel moment? Je fus informé bien avant mon départ du 26 à l'Abbé. Et comme tous les leaders politiques à l'époque passaient me voir, et ils avaient jugé nécessaire de manifester. Et pendant ce temps, j'ai reçu comme quoi
le 28 septembre était prévu pour la date. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris cette manifestation ou ce meeting? Qu'est-ce que vous avez fait? Et quand j'ai appris cette manifestation, je ne m'y étais pas opposé pour ne pas qu'il y ait manifestation. Simplement, c'était par rapport à la date que je me suis dit que la manifestation à la date du 28 septembre ne serait pas normal compte tenu de notre histoire. Et comme je l'ai si bien dit, j'ai dit que la manifestation pouvait être reportée. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait. Et j'ai fait intervenir les leaders religieux, à savoir Monseigneur Vincent Koulibaly à l'époque et le grand imam de Conakry, et puis les 4 communautés régionales pour essayer d'intercéder afin que la manifestation soit reportée par cette date, compte tenu de l'importance que je voulais marquer à cette date. Et comme je l'ai si bien dit hier ici, mon objectif, c'était de faire le 28 septembre une date historique et que les nouvelles générations ne puissent simplement pas penser que c'est le 2 octobre. Est-ce que vous avez réussi à le faire? Je n'ai pas réussi, Monsieur le Président, très malheureusement, le faire. Vous n'avez pas réussi et après vous avez appris que la manifestation a eu lieu. Oui, j'étais dans ce siège et du moment que les sages étaient venus me voir, je partais au Fouta. Il y a eu un communiqué. Ce communiqué disait que les événements, que la date du 28 septembre était un événement historique. Et voilà. Là, vous avez dit que vous n'avez pas pu empêcher la manifestation. Ça, c'était avant. Maintenant, à quel moment vous avez appris que la manifestation était en train de se dérouler? Parfait. C'est quand je suis revenu de Fouta. Je suis rentré très tard, environ 1 heure en allant, si j'ai bonne mémoire, et fatigué physiquement et moralement. De passage, j'ai même vu les leaders religieux au salon, mais je ne pouvais pas tenir. J'ai juste essayé dans la chambre que j'allais les appeler au téléphone. C'est quand... Monsieur Camara, Ouais. vous vous portez bien? Vous vous portez bien? Oui, ça va, Monsieur le Président, ça va, ça ne peut pas vraiment... Vous êtes en mesure de tenir les questions, de les répondre? Oui. Alors donc, c'est dans Je veux savoir, Ouais. à quel moment vous avez été informé que la manifestation est en train de se tenir? C'était aux environs de... je fus informé que la manifestation devrait avoir lieu à 1h, pendant que j'étais en train de dormir. Et qu'est-ce que vous avez fait en ce moment, quand vous avez été informé que Et la quand manifestation j'ai devait été- avoir lieu? voilà, quand j'ai Qu'est-ce que été- vous avez fait? Immédiatement, j'ai cherché à joindre... la première personne qui est venue à mon idée, c'était M. Sida Touré. J'ai dit, je vais essayer de joindre M. Sida Touré. Et à l'instant, directement, on m'a donné le téléphone. Ils ont composé le numéro, j'ai échangé avec M. Sidia. Et nos conversations, M. Sidia m'aurait dit que ce n'était pas la peine et qu'il ne pouvait plus maintenant joindre les autres pour que les manifestations soient reportées
Entre-temps, il y a eu défectuosité du réseau. Et comme j'ai vu qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'était logique, aussitôt j'ai repris mon sommeil. Voilà. M. Touré vous a dit cette nuit que la manifestation allait avoir lieu. Après, votre ligne, la ligne s'est coupée. Voilà, vous n'avez pas pu continuer la conversation avec lui. Voilà, il a dit... Vous êtes recouché, vous êtes couché. Parfait, parfait. À quelle heure vous vous êtes réveillé? C'est aux environs de 10 heures. Si j'ai bon moment, c'est dans la matinée. Et à quel moment vous avez été informé que la manifestation ou le meeting était en train de se tenir? Il y a eu deux phases, c'est ce que je vais vous expliquer, Monsieur le Président. Calmement. La première phase, je rentre à l'abbé, de l'abbé, je gagne, je rejoins ma chambre. Entre-temps, pendant mon sommeil, on me dit que la manifestation a lieu. C'est en ce moment-là que j'ai essayé d'échanger avec M. Sidia Touré, qui m'aurait dit qu'à cette heure, qu'il ne pouvait plus rejoindre Fermez les téléphones, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est la phase 1. La phase 2, dès qu'il a dit ça, immédiatement, j'ai repris mon sommeil. La phase 2, c'est aux environs de 10 heures dans la matinée qu'on m'a réveillé pour dire que effectivement que la manifestation a eu lieu. Voilà, c'est Qui vous a réveillé, M. Camara? Mon officier d'opération, père à son âme, Joseph Makambo. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a réveillé? Quand il est, d'abord pour la première fois, il m'a dit, que Monsieur le Président, que vraiment, il y a la manifestation, que ça ne va pas, il y a vraiment la manifestation. Bon, quand il a dit, c'est en ce moment-là, aussitôt, je suis sorti. Moi-même, je voulais m'y rendre au stade, pensant évidemment que cette population avait de la sympathie pour moi. C'est dans cette situation que les militaires qui étaient autour de moi, y compris M. Aboubakar Toumba, quand ils m'ont vu sortir, j'ai dit que je vais aller à la rencontre des leaders. C'est là où les militaires sont venus pour me dire non, Monsieur le Président, il ne faut pas aller. Et Toumba, comme il était effectivement l'aide de camp, il m'en a dissuadé. J'ai vu effectivement, ils ne m'ont pas laissé monter dans le véhicule. Et donc, ils m'ont ramené au bureau, au salon. Ça veut dire que vous, dès qu'on vous a réveillé, vous avez voulu vous rendre au stade. Oui, parce que... Pour parler au leader, voilà. Ce que vous venez de dire, et vous avez été empêché. Voilà. Vous avez été empêché, vous n'avez pas pu vous rendre au stade. Parfait. C'est ce que vous venez de dire. Parfait, parfait. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas pu partir, hein, mais qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter ce qui se passait au stade? Monsieur le Président, d'abord la manifestation, je fus surpris parce que après mon voyage de l'abbé, je ne m'y attendais plus qu'il y aurait manifestation. Du moment que j'avais déjà attiré l'attention des leaders, comme je vais des leaders religieux, pour moi tout était ok. Alors à cette heure, on me dit que les gens doivent marcher. Le premier devoir,
c'était d'avoir l'un des leaders charismatiques, M. Sidia. En ce moment-là, Monsieur le Président, je ne pouvais pas prendre aucune autre disposition pour ne pas enfreindre aussi à la liberté. Je ne pouvais pas enfreindre. Quelle autre disposition aurais-je prise du moment que M. Sidia dit qu'il ne peut pas reporter la manifestation? Monsieur Camara, Oui. est-ce que vous savez ceux qui se sont rendus au stade? Oui, à ma connaissance, la personne qui s'est rendue au stade, Vous pouvez me citer certains noms? voilà. Donc, dans cette situation, comme je venais de le dire, quand je voulais monter dans la voiture, M. Toumba, qui était mon aide-camp, mon homme de confiance, d'ailleurs je puisse le dire, mon homme de confiance à l'époque, il a personnellement contribué afin que je ne parte pas au stade. Et donc, je suis revenu au bureau. Mais à mon fort étonnement, on vient me dire que M. Toumba est au stade. Donc c'est la seule personne, parce que là, on me l'a informé qu'il est au stade. Ils ne m'ont pas dit que tel ou X est au stade. Monsieur Camara, en votre qualité de chef de l'État, Oui. président de la transition, commandant en chef des forces armées, premier magistrat du pays à l'époque, vous n'avez pas pu connaître les noms de quelques personnes au moins qui se sont rendues au stade pour commettre ces exactions? Non, Monsieur le Président, vous avez parlé dans un cadre restreint par rapport à mon mouvement vers mon véhicule de commandement. C'est dans ce contexte que... C'est vous qui mettez dans ce cadre-là. Moi, je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez citer Voilà. le nom de certaines personnes À part à votre ça. connaissance, s'il vous plaît, Parfait. à votre connaissance, qui se sont rendus au stade du 28 septembre pour commettre ces exactions? Parfait, effectivement, Monsieur le Président. Vous voudrez d'ailleurs bien m'excuser parce que, après tout, c'est un devoir pour moi de répondre à des questions très précises, ne pas faire des commentaires. C'est pourquoi je suis resté dans cet esprit, pensant que c'était, disons, dans ce contexte. Mais puisque vous n'êtes pas dans cet esprit, je ne voudrais pas trop m'évader, parce que quand vous ne me posez pas une question, je ne vais pas essayer de faire des commentaires. C'est pour cette raison que je me suis arrêté uniquement à M. Toumba par rapport à ma position. Mais, entre-temps, j'ai aussi appris que le colonel Tégro était au stade, et lequel d'ailleurs, après conversation avec les leaders, il m'a rapporté qu'il avait échangé, qu'il était parti effectivement pour les sensibiliser. Et puisque... Ça veut dire que c'est seulement ces deux noms que vous connaissez? C'est les deux noms que je connais, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez appris que ce sont des bérets rouges de la garde présidentielle qui s'y sont rendus au stade? À ce niveau, lorsqu'il y a eu les massacres, c'est en ce moment, la presse, tout le monde disait que les bérets rouges du président Dadis, à la tête de son aide-de-camp, M. Toumba, sont allés au stade, les bérets rouges. Donc ça, c'est ce qui était vraiment courant.
Vous n'avez pas cherché à savoir c'était qui ces bérets rouges? Non, ici, du moment que le commandant Toumba s'est déplacé, sans mes instructions, sans mon ordre, s'y rendre au stade de son gré, et je me suis dit qu'il ne peut pas aller au stade sans quelques éléments de l'unité. Donc, quand cela s'est passé, mon idée est partie directement des éléments qui composaient le régiment qui sont partis avec M. Toumba. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Monsieur Moussa Dadis Kamara. Nous allons à tour de rôle vous poser des questions. Hier, dans votre exposé, vous aviez in fine dit que l'ordonnance qui saisit la juridiction vous a renvoyé devant elle pour des faits de complicité. Parfait. Et vous êtes allé jusqu'à vouloir dire que toute question qui sortirait de ce cadre-là, vous apprécierez l'opportunité de répondre ou non. Je dois vous rappeler que vous avez un statut à cette barre. Vous êtes accusé comme tous les autres. C'est un rituel et nous vous poserons toute question susceptible d'éclairer la religion du tribunal. Vous n'avez pas un statut spécial, vous êtes accusé au même titre que ceux qui vous ont précédé. Ceci dit, il est vrai que vous êtes renvoyé pour des faits de complicité, d'assassinat, de meurtre, de complicité d'enlèvement, de torture, de séquestration de manifestants, de complicité de coups et blessures volontaires au stade du 28 septembre, de complicité de pillage de marchandises, de biens mobiliers, et l'incendie des magasins et conteneurs et leur contenu, complicité de vol à main armée, non-assistance à personne en danger, enfin, pour avoir procuré illégalement aux recrues de Kalea des armes, munitions, instruments et autres moyens qui ont servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Alors, nous allons commencer. Je vais commencer par vous demander, la fois dernière, quand vous décliniez votre identité, vous aviez dit que vous étiez économiste, n'est-ce pas? Oui. Quel a été votre parcours universitaire, M. Kamara? Merci, merci, monsieur le procureur. D'abord, je voulais juste revenir par rapport à ce que vous venez de dire. Lorsque vous dites que je n'ai pas un statut particulier, ça me frustre parce que je ne l'ai pas montré devant cet auguste tribunal. J'ai été clair pour dire que je suis un officier d'état-major. Lorsque, monsieur le procureur, vous faites allusion par rapport à votre article même, de l'article 19-20, je ne voudrais pas que ça donne une connotation comme si moi j'ai un statut particulier. Je n'ai pas un statut particulier de chef d'État. Je suis là comme un accusé comme tous les autres en ma qualité d'officier d'état-major.
Je voulais juste cette précision. Vous ne m'avez pas compris. Excusez-moi, vous ne m'avez pas compris. Voilà. Ce que j'ai voulu dire, Ouais. à l'image de tous les autres qui sont passés avant vous, Ouais. qui n'ont pas défini la manière par laquelle nous allons poser de questions, j'ai commencé par vous dire que nous poserons toutes les questions susceptibles d'éclairer la lanterne de la juridiction de jugement. Merci, pas de problème, monsieur le procureur. Et que vous êtes accusé au même titre que tous ceux qui vous ont précédé. Parfait, monsieur. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Oui. Voilà. N'enlevez pas mes expressions de leur cadre. Merci bien. Allons-y. Alors, monsieur le procureur, je ne voudrais pas faire des commentaires sur mon parcours universitaire. C'est pas l'objectif pour lequel je suis là. C'est pas l'objectif pour lequel je suis là. Je vais être très direct. Je ne voudrais pas m'évader. Incorporé au sein des Forces armées en 1990. Faites un effort de parler dans le micro. Je dis incorporé au sein des Forces armées en 90, de la 21e promotion. Et je pense que ce parcours est largement suffisant, monsieur le procureur, à ma connaissance. Monsieur Camara, Oui. ça allait être le second volet de ma question, mais le tout premier, c'est votre parcours universitaire. J'en ai besoin. Si vous n'entendez pas répondre aussi, le tribunal appréciera. Et je continuerai. Bon, c'est ce que j'ai dit, parcours universitaire. Je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, monsieur le président. Je continue. Monsieur Camara, Ouais. je vais répéter encore vos droits pour vous. Vous pouvez dire tout simplement que vous ne voulez pas répondre à cette question, ou bien vous la répondez. Voilà. Bon, la faculté de Bellevue, le premier degré, deuxième degré, Gamal Abdel Nasser. En 84, Gamal Abdel Nasser. Soutenance finie en 87. Soutenance faite. Donc la vie pratique. C'est tout? C'est tout, monsieur le procureur. Le premier degré, le second degré, parce qu'à notre temps, le premier degré consistait quoi? La première année, la deuxième année, la troisième année. Vous faites la troisième année, vous faites maintenant un concours pour accéder à l'université réelle. Très bien. Et cette époque, vous échouez en troisième année, on vous demandait si vous voulez travailler dans la fonction publique, ainsi de suite. Et ceux qui avaient la chance d'avoir le concours, ils accédaient directement à l'université. Donc c'était un peu notre système. Ce n'est plus comme aujourd'hui, de la première année, deuxième année, troisième année, ainsi de suite. À notre époque, il y avait une différence. Premier degré, deuxième degré, première année, deuxième année, troisième année, vous n'êtes pas considéré comme universitaire. Était seulement considéré universitaire que ceux-là qui avaient obtenu le concours d'admission pour Gamal. C'est pourquoi je parle de premier degré et de deuxième degré. Très bien. En quelle année vous avez intégré les forces armées guinéennes? En 1990. En 1990. Ouais.
quel a été votre parcours militaire? Parcours militaire, classe 90, commune de base, au centre d'instruction d'infanterie de Kinya, 92, on est affecté dans les différentes unités, pour ne pas dire dans les différents états-majors. Une bonne partie à la douane, la police, la gendarmerie, l'armée de terre. Donc, j'ai eu la chance de rester dans l'armée, dans le groupe de l'armée de terre, parce que c'est ce qui était effectivement ma vocation. Et là, l'armée de terre, on m'envoie à l'intendance, service de l'intendance, au grade de caporal. Et c'est d'ailleurs, je ne pourrais pas parler de mon parcours sans rendre hommage au feu général Lansana Conté et au général Baldé Mamadou, qui toute cette promotion doit hommage. C'est à partir de cet instant, cet homme a pris le courage devant le président Feu Lansana Conté. Il dit: je ne veux pas former des officiers criminels. Leur diplôme universitaire, ils n'ont qu'à mettre dans la poche. Ceux-là qui ne voudront pas passer par les écoles, l'université c'est à part, les académies c'est à part. C'est à partir de ce moment, 92, chacun essayait de se battre. Ou personnellement, je me suis choisi deux voies. La première voie, il fallait me préparer pour le concours de Saint-Cyr. Et la deuxième voie, faire le concours d'admission pour les cours allemands. J'ai eu cette chance. Et pendant cette formation, le cours, Dieu m'ouvra la porte pour l'Allemagne. Donc, une bourse, je l'ai obtenue pour l'Allemagne. Je suis allé en 96. Donc, je rentre en Allemagne et les cours. Vous y avez fait combien de temps? Pour la première fois, je n'ai fait que 3 ans. D'accord. Il y a une deuxième fois? Voilà, après une deuxième fois. Vous avez fait combien de temps en ce moment aussi? Bon, les 3 ans, ça, bon, c'était l'académie. Après ça, je suis revenu. Quand je suis revenu, je fus nommé intendant adjoint au sein des Nations Unies. C'est de là-bas, comme je parlais tantôt de l'un de mes chefs que je ne vais jamais oublier, le général Bambo, venait de la France. Il m'a proposé au poste de chef de section des essences. Donc 2001, 2002, 2003. Et j'ai jugé nécessaire de repartir encore en Allemagne pour le cours de capitaine cumulativement à la formation parachutiste. Donc 2000, 2004. 2001, 2002, 2003, après l'intendance, voilà, je suis reparti 2004 et je suis revenu en 2005. Bien. Alors,
en 2009, suite au décès du président en fonction, le général Lansana Conté, l'armée a décidé de vous porter à la tête d'une structure qu'on appelle le CNDD, n'est-ce pas? Parfait. Comment et quand est née cette structure-là? C'était bien avant le décès du général ou bien après? Le CNDD? Oui. Le CNDD est né après le décès du feu général Lansana Conté, paix à son âme. Ce n'était pas de son vivant, c'est après sa mort. D'accord. Après sa mort. Parfait. Alors, comment il était structuré? Le CNDD? Le CNDD. Parce que vous en étiez le président. Ouais. Je me souviens qu'on parlait du secrétaire permanent et autres organes. Comment il était structuré? Le CNDD, c'est ceux-là qui ont pris le pouvoir. Je veux parler de mes collègues officiers qui ont formé, qui ont été constitués comme membres du CNDD. Et c'est les mêmes officiers qui m'ont choisi à la tête du CNDD, en l'occurrence, pour la première fois d'ailleurs, la toute première personne qui m'a annoncé parmi tous les officiers, c'était le général Mathurin, quand il a fait cette déclaration. Et c'est comme ça que c'est venu la naissance du CNDD, monsieur le procureur. Bien, j'ai compris la naissance. Ouais. Je voudrais savoir quelle était la structure du CNDD. Non, le CNDD, il n'y avait pas une structure en tant que telle. Le CNDD est là, les fondateurs, certains sont ministres, et certains sont des secrétaires ou à des hautes fonctions, et c'est d'ailleurs l'administration même qui était le plus important sous mes yeux. Ce n'était pas un CNDD comme on peut le dire, le CNDD, voilà, les militaires, non, ce n'était pas ça. Du moment que j'avais déjà constitué, j'avais déjà choisi un premier ministre charismatique, intellectuel, et je n'avais plus besoin. Moi-même, je n'y partais même plus au conseil de ministres. Je n'avais pas besoin d'appeler le CNDD. Appeler le CNDD, venir faire quoi? J'étais dans un objectif. Un objectif, c'est ce que j'avais fait au bout de ces 11 mois. Donc, je n'avais pas besoin de dire, bon, les militaires, le CNDD, venez, on a telle réunion. Non. Donc, honnêtement, le CNDD était là uniquement que de nom, parce que c'est eux qui ont pris le pouvoir avec moi et qui m'ont désigné comme président de la transition, chef de l'État. Sinon, autre structure, dire bon, dans cette structure, c'est comme... Non, cela n'existait pas à ma connaissance. Ma question, en fait, on entendait parler du président du CNDD, du premier vice-président, du deuxième vice-président. Je me rappelle qu'il y avait un certain Moussa Keita, si mes souvenirs sont bons, qui était secrétaire permanent du CNDD. C'est cette structure organisationnelle-là que je voudrais que vous expliquiez au tribunal. Bon, ici, la prise du pouvoir, c'est les officiers qui décident. Monsieur Moussa Dadis Camara, président du CNDD, par suite d'ailleurs d'un vote. Parce que quand je suis revenu pour la deuxième fois, c'est juste à titre d'information, quand j'ai vu le général Mathurin, quand il est venu me saluer, j'ai dit, mais mon général, je n'avais rien compris à cette époque. Moi, j'étais déjà en bas et c'est vous que vous êtes resté à la fenêtre pour me dire, venez.
J'ai dit comment les choses sont passées. C'est là où il a dit non. Que puisqu'il y avait une tension entre vous trois, général Toto, paix à son âme, général Sekouba et moi, qu'on a procédé à un vote. C'est au cours de ce vote, là que tu as eu plus de voix. Donc j'étais curieux aussi de savoir. Alors donc, c'est en ce moment, le même jour où le vote a été fait par les officiers qui avaient la situation. Donc, au même moment, ils ont dit, premier vice-président, et général Toto, en tenant compte effectivement aussi du grade, et deuxième vice-président, général Sekouba. Ça s'est passé sans que les gens ne s'asseyent comme ça pour dire que des attributions, ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé ce jour. Maintenant, le poste de secrétaire permanent que vous parlez, il fallait au moins avoir une coordination, et s'il y avait des problèmes entre les militaires, et ce poste-là a été créé. Donc, voilà pratiquement. Je passe.